Je ne sais pas où est-ce que vous en êtes, mais on m'a demandé de participer à un colloque sur refonder les relations entre l'Afrique et l'Europe. Je découvre que c'est le temps des re. Hier, j'étais à l'exposition Senghor réinventer l'universel. Là, on avait inventé quelque chose qu'il faut réinventer. On avait fondé des liens qu'il faut refonder. Je profite de l'occasion qui m'est donnée, je ne sais pas combien de temps je dois intervenir. 15 minutes. 15 minutes, c'est parfait. Pour saluer l'assistance et dire quelques mots. Je pense que si j'ai été invité, c'est au titre que je suis historien. Et donc, je voudrais peut-être contribuer à l'éclairage historique des liens entre l'Europe et l'Afrique. Tout d'abord, je dirais que les premiers contacts entre l'Afrique et l'Europe dans les temps modernes, parce que ces contacts sont très anciens, on peut remonter jusqu'à l'Antiquité. Mais je vais me consacrer à ce que je connais de mieux, la période de ce qu'on appelle les temps modernes, c'est-à-dire l'ouverture de l'Atlantique. Donc les premiers contacts se font, en tout cas pour la Sénégambie, par les Portugais qui arrivent sur les côtes de la Sénégambie. Et dès le départ, ce sont des intentions belliqueuses. On cherche à attraper des Africains pour les amener au Portugal et démontrer qu'on a été en Afrique. Donc dès le départ, c'est sur le terrain du bellicisme que ça se pose. Avant que les Portugais ne se ressaisissent, prenant en compte le rapport de force qui ne leur est pas favorable, pour s'installer dans les débuts du mercantilisme porté par le capitalisme naissant. Bien sûr, ce sont des traditions qui existaient déjà autour de la course et de la piraterie. Ces traditions vont être réinvesties dans la traite, qui n'est pas seulement traite des hommes, mais traite des objets, des produits aussi. Et dès le départ, on met en place dans le nouveau système en construction une division du travail. La colonisation de l'Amérique, mise en place du système monde atlantique, et à l'Afrique, on a donné la mission de fournir la main-d'œuvre. Pour l'exploitation des colonies américaines, c'est 12 millions de personnes qui sont exportées sur l'Amérique. L'historienne africaine-américaine Bell Hooks en rend compte de façon qui décrit toute la misère et toute la violence qui s'attache à cela, et prenant en compte bien sûr le genre, la colonisation et tous ces aspects. À partir du début du 19e siècle, l'Europe change de logiciel. C'est la fin de la traite, puis de l'esclavage, qui se décrète à Vienne pour le bien de l'Afrique, qui n'est plus ponctionné démographiquement. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'à Vienne, il n'y a aucun Africain. On veut faire le bonheur de l'Afrique, mais les partenaires avec qui on a été pendant 3 siècles, on les laisse en Afrique et on va changer le monde en leur absence. Et après, on les somme de s'ajuster au nouvel ordre mondial sans la Banque mondiale et le FMI. Ce fut un siècle terrible, peut-être même plus terrible que la traite. Et on vend à l'opinion publique européenne que l'Afrique est en train de s'ensauvager et qu'il faut la sauver contre elle-même. La conquête coloniale vient ajouter à la crise déjà profonde, faite de guerres civiles pour la conquête du pouvoir entre les élites africaines,
djihadisme en expansion et recherche de zones d'influence et décision du partage de l'Afrique. Peut-être que vous avez l'impression que je vous parle de la situation actuelle. Non, ça s'est déjà passé au 19e siècle. Et s'ensuit bien sûr la colonisation. Et sur ce point, j'ai eu tout récemment quelqu'un qui est meilleur historien que moi. Un humoriste congolais qui a rendu compte mieux que les historiens de ce qui s'est passé en ce moment-là. Je vais prendre 5 minutes de mon temps pour vous le faire écouter, si vous ne l'avez pas déjà entendu. Comment je fais pour que... parce que les techniques en haut, il faut qu'on lui dise, mais bon, c'est compliqué. Augmentez le son de votre téléphone et mettez-le sur le micro. Voilà. Voilà qu'en 1884, il était une fois des Africains, n'est-ce pas, là-bas chez eux en Afrique. Ils vaquaient à leurs activités quotidiennes là-bas chez eux. Ils ne savaient pas où se trouve au stand. Ils ne savaient pas où se trouve Bruxelles. Ils étaient chez eux. Et voilà qu'en 1884, quelque part à Ostende, un certain Léopold, roi de Belge, rencontre Stanley, un explorateur anglais. Et de quoi ils vont parler? De l'Afrique centrale. En 1885, les Européens se retrouvent à Berlin. Ils ont une carte de l'Afrique et ils se partagent l'Afrique comme une carte. Pendant ce temps, les Africains sont chez eux. Ils vont à leurs activités quotidiennes là-bas chez eux. Ils ne savent pas qu'on se partage leur continent à Berlin. Et lorsqu'on a fini de se partager l'Afrique, eh bien, Léopold, roi de Belge, devient propriétaire de mon pays, qu'il va d'ailleurs appeler État indépendant du Congo. Déjà indépendant, comme pour dire à la Belgique, tu ne t'appelles pas État indépendant, propriété privée, à moi Léopold II. Donc de la même façon que vous pouvez dire aujourd'hui que vous avez un champ de 5 hectares, Léopold II pouvait lui dire qu'il avait en Afrique centrale un champ de 2 345 000 km² avec des bonhommes qui circulaient là-dedans. Et Léopold... Je crois que ce monsieur est meilleur historien que moi. 400, 800, 1000 pages, 2000 pages que les historiens ont passé à écrire, il nous a rendu compte de ce qu'est la colonisation en artiste et en moins de 5 minutes. Pour nous dire qu'il y a un esprit Léopold II qui a été validé au congrès de Berlin où on n'a pas partagé l'Afrique. On a juste fixé les règles du partage de l'Afrique pour que les Européens ne se tapent pas les uns les autres devant les Africains. Et après, on pouvait lancer la course au clocher. On a ainsi spécialisé, divisé, cartographié, mis en place une économie d'extraction, le travail forcé, avec le minimum d'investissement possible, et en disant aux colonisés, c'est vous qui devez financer votre propre colonisation parce que c'est pour vous, pour vous civiliser. Les colonisés payent la colonisation. Au bout du processus, ça n'a pas été toujours très gai ces relations parce que ça aboutit à l'anéantisation de Lumumba. On le plonge dans de l'acide, il ne reste qu'une dent qui a été récemment rendue au Congo. Donc, ce type de lien, est-ce que c'est ça que nous voulons refonder? S'en est suivi la décolonisation et l'Europe a décidé qu'elle était l'unique référence au bout d'un long processus d'anéantissement de l'Afrique. Ça ne s'est pas arrêté là, parce qu'il a fallu intégrer et imprégner les consciences européennes de la validité et de la légitimité des liens ainsi établis
Et vous le voyez bien, ces liens sont toxiques, ces liens sont malsains. Les programmes scolaires, les expositions de zoos humains, la littérature exotique et les bandes dessinées, jusqu'à Tintin, le cinéma, les médias de masse, tout cela a été utilisé, mis en œuvre, mobilisé pour fabriquer une conscience européenne de l'Afrique. Et en 1960, la décision est prise de décoloniser l'Afrique en oubliant que l'Afrique et l'Europe étaient dans les mêmes empires. Et qu'il ne s'agissait pas seulement de décoloniser l'Afrique, mais aussi de décoloniser l'Europe. Et de n'avoir pas décolonisé l'Europe, dont les consciences ont été fortement imprégnées par toute cette histoire, par cette longue période de lien entre l'Afrique et l'Europe, la conscience de l'Europe est restée figée au XIXe siècle. C'est pourquoi je disais à mes amis que le discours de Dakar ne s'adressait pas au fond aux Africains de Sarkozy. Il s'adressait à une conscience européenne prête à la recevoir parce que imprégnée par plus d'un siècle d'imprégnation du discours de l'Europe tendant à l'anéantissement de l'Afrique. De le transformer en néant pour le faire renaître comme quelque chose qui serait un avatar de l'Europe. L'échange inégal s'est mis en place avec la politique de la canonnière. Si au centre du système monde créé par l'Atlantique, l'économie est fondée sur l'échange, sur la valeur, avec la loi de l'offre et de la demande, le capitalisme a besoin dans les périphéries d'avoir un espace où on n'applique pas la loi de l'offre et de la demande. Derrière les marchands, il y a toujours des missionnaires et à côté, sur le côté droit, il y a toujours les militaires avec le canon pour imposer une loi qui n'est pas une loi du marché. Et vous comprendrez bien que Bolloré, Elf, Orange ne gagnent pas les marchés en Afrique par la loi de l'offre et de la demande. Et donc cette politique de la canonnière s'est accompagnée justement de la construction de nouvelles consciences. Il faut sauver les âmes, mettre en valeur le développement, et maintenant on en est à l'émergence, autant de voiles pour camoufler justement l'enveloppement de l'Afrique. La décolonisation donc ne nous a pas fait sortir du caractère toxique de la relation. Dans le long processus, l'Europe a affirmé sa rationalité scientifique et technologique qui aujourd'hui nous a conduits quasiment au bord du précipice. Et pour refonder les liens, il me semble important au moins de réévaluer ce que ces 5 siècles de capitalisme européen appliqué à la périphérie africaine a provoqué au niveau de l'Afrique. Aujourd'hui, on se bat pour des zones d'influence en Afrique. On est en compétition pour l'Afrique qui, comme à l'époque de Léopold II, on ne considère pas que c'est habité par des humains, que la nature n'y est pas faite pour être exclusivement au service d'un système qui ruine l'humain. On continue de penser l'Afrique avec les catégories héritées de ce long siècle depuis la traite, la colonisation. Et dans le processus,
on est allé très loin dans l'atteinte de l'être de l'Afrique. Ça a impacté aussi l'être de l'Europe, comme je l'ai déjà dit. On a également pris ce qui faisait véritablement l'outil de saisie par l'Afrique de la réalité, c'est-à-dire tout ce qui avait été, j'allais dire, reprenant Souleymane Bachir Diagne, enforcé dans les œuvres d'art qui ont été également emportées de l'Afrique, pour les transformer en objets de musée, ce qui les a, reprenant toujours le terme de Bachir qui cite Senghor, on les a, pour ainsi dire, déforcés en les mettant dans les musées. Et aujourd'hui, on parle beaucoup d'inventaire des objets spoliés pour un retour en Afrique, mais l'inventaire des ressources économiques, des biens économiques tirés de l'Afrique est encore beaucoup plus facile à faire. Et en les restituant, comme on restitue ces objets d'art, on enlèvera à l'Europe l'obésité née de sa surconsommation pour donner un peu plus de force à l'Afrique, et ça peut refonder des liens. Et il se trouve que ces objets venus d'Afrique vers l'Europe par la spoliation, on les a vidés de leur fonction humaine, de leur sacralité. Est-ce que nous sommes capables, Europe et Afrique, de leur redonner vie, donc de remettre en avant non pas la rationalité exclusivement technologique et scientifique, mais leur redonner force en remettant la culture au centre des relations, et surtout, ne pensons pas qu'on peut redonner esprit et vie à ces objets d'art en utilisant l'intelligence artificielle. Ça ne marchera pas. Il nous faut réhumaniser ces relations. Et pour les réhumaniser, je pense qu'il est nécessaire de repenser la relation, non pas en termes d'extraction, mais en termes de dialogue et d'échange entre humains, de retrouver la dimension humaine des relations et en sortir de la relation exclusivement marchande, extractive et destructive. Et sous ce rapport où l'Europe choisit le dialogue hors de la spoliation, ou bien les Africains devront réapprendre et se souviendront pour au moins le passage temporaire, se souvenir peut-être du Vietnam, de l'Algérie et peut-être plus récemment de l'Afghanistan, pour dire que ce n'est pas seulement la force scientifique et technologique qui est capable de vaincre. Ça ne suffit pas. Et pour ne pas être vaincus tous les deux, nous avons à repenser nos relations et repenser ces 5 siècles de relations toxiques et malsaines. Et si nous le faisons, tout le monde est gagnant. Si nous ne le faisons pas, nous sommes au bord du précipice. Et Semben Ousmane nous en a bien rendu compte dans le Docker Noir, où le bateau négrier est en voie de tomber en naufrage. Là, capitaine, esclave, matelot, tout le monde est porté par le même sort. Si le navire fait naufrage, il n'y a plus ni captif, ni esclave, ni capitaine. Magnifique. Et nous sommes au bord du précipice. Magnifique. Et il est temps de s'arrêter et de repenser l'apport des uns et des autres pour peut-être réinventer la civilisation de l'universel. Oh là là. Et je vous invite à visiter l'exposition Senghor au Pékin. Oh là là. Merci beaucoup. Là, moi, je sais pas vous, je suis en plein rêve. Ouais. Ça fait des mois qu'on parle de ce colloque, Gorgui et moi, en disant on va faire venir le professeur Pio, tout ça. Et puis voilà, tout se coordonne, tout se met en place.